La mort n'est pas venue avec un avertissement. Elle est venue en silence, dans un appartement d'une grande ville, pendant qu'elle dormait seule, avec des lettres pliées, posées près de l'oreiller. Lorsque le corps de Lee Radziwiłł fut découvert dans son appartement de Manhattan, le 15 février 2019, les titres des journaux dirent exactement ce qu'ils avaient dit toute sa vie. La sœur de Jackie Kennedy meurt à 85 ans. Pas Lee Radziwiłł, designer. Pas Lee Radziwiłł, actrice. Pas Lee Radziwiłł, femme qui avait construit une vie entière en tentant d'échapper à une ombre qui ne cessa jamais de la suivre. La sœur de. Ces deux mots la poursuivirent depuis le moment où sa sœur aînée épousa un sénateur du Massachusetts jusqu'au jour où elle ferma les yeux pour la dernière fois. Et ce que la plupart des gens n'ont jamais su, ce que les nécrologies ne mentionnèrent pas avec suffisamment de clarté, c'est que Lee Radziwiłł mourut sans testament clair, laissant derrière elle 2 enfants adultes, une fortune considérablement plus modeste que ce que le public imaginait, et une série de secrets familiaux qui ne commencèrent à émerger qu'après qu'elle ne pouvait plus se défendre. Ce récit n'est pas une histoire de glamour, c'est une histoire d'argent, d'héritage, de contrôle, et des conséquences invisibles de vivre toute une vie en second plan. Dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, nous lisons tous vos commentaires. Pour comprendre qui fut Lee Radziwiłł et ce qu'elle laissa derrière elle, il faut commencer par comprendre d'où elle venait. Et d'où elle venait, ce n'était pas la richesse. C'était l'ambition déguisée en richesse. Son nom de naissance était Caroline Lee Bouvier. Elle naquit le 3 mars 1933 à l'hôpital de Southampton, à New York. Sa sœur aînée, Jacqueline Lee Bouvier, était née 4 ans plus tôt, le 28 juillet 1929. Les 2 fillettes grandirent dans un environnement qui, de l'extérieur, semblait privilégié, mais qui, de l'intérieur, était marqué par une tension constante entre les apparences et la réalité financière. Leur père, John Vernon Bouvier III, connu sous le nom de Black Jack en raison de son teint bronzé et de son allure de séducteur, était courtier en bourse à Wall Street. Il venait d'une famille qui avait eu de l'argent, qui avait encore un nom, mais dont la fortune réelle s'était considérablement érodée au cours des années 1930. Black Jack était un homme charmant, séduisant, alcoolique, coureur de jupons et profondément irresponsable avec l'argent. Leur mère, Janet Norton Lee, venait d'origine plus modeste qu'elle n'aurait jamais voulu l'admettre publiquement. Son père, James T. Lee, avait bâti une fortune considérable dans l'immobilier à Manhattan, en construisant et en développant des propriétés à une époque où la ville s'élevait verticalement. Mais les Lee étaient de nouveaux riches, et non d'anciens riches. Ce qui, dans le monde auquel Janet aspirait, était une distinction qui comptait énormément. D'ailleurs, si ces histoires de pouvoir, d'argent et de legs vous passionnent, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous découvrirez des documentaires sur des empires familiaux, des fortunes cachées et les secrets qui ont marqué le cours du monde. Abonnez-vous, et chaque semaine, nous explorons ensemble comment l'argent a construit et détruit de grandes dynasties. Mais continuons. Le mariage entre John Bouvier et Janet Lee fut, dès le départ, un choc d'attente incompatible. Lui voulait la liberté d'un célibataire avec le soutien social d'un mariage respectable. Elle voulait la sécurité financière, l'ascension sociale et un mari capable de lui fournir les deux de manière fiable. Ce qu'ils obtinrent fut une décennie de disputes, d'infidélité publique, d'humiliation mutuelle et, finalement, un divorce en 1940. Jackie avait 11 ans, Lee en avait 7. Le divorce laissa Janet dans une position précaire. Elle avait 2 filles, une réputation entachée dans les cercles sociaux qui lui importaient le plus, et un accord financier avec son ex-mari qui ne suffisait pas à maintenir le style de vie auquel elle aspirait. La solution arriva en 1942, lorsqu'elle épousa Hugh Dudley Auchincloss, un homme 20 ans plus âgé qu'elle, héritier d'une fortune considérable issue de la Standard Oil par l'intermédiaire de sa mère. Hugh avait déjà été marié 2 fois et avait des enfants de mariage précédents. C'était un homme aimable, passif, malléable. Janet le dirigea. Le mariage lui donna accès à 2 propriétés, qui allaient devenir le décor de l'enfance reconstruite de Jackie et de Lee. Hammersmith Farm, à Newport, dans le Rhode Island, et Marywood, à McLean, en Virginie. C'étaient de grandes et belles maisons, remplies de personnel de service et du type de vie que Janet avait toujours voulu projeter. Mais il y avait quelque chose que les filles Bouvier savaient, et que l'on discutait rarement ouvertement. Ce n'était pas leur argent,
C'était l'argent de Hugh. Et Hugh avait d'autres enfants, d'autres héritiers, d'autres loyautés. Jackie et Lee étaient des hôtes dans cette richesse, et non des propriétaires. Cette distinction les marqua toutes les deux, mais Lee de manière particulièrement profonde. Lee grandit en étant constamment comparée à sa sœur aînée. Jackie était plus grande, plus photogénique, plus réservée, plus élégante au sens classique que la société de l'époque valorisait. Lee était plus petite, plus expressive, plus émotive, plus ouverte dans ses désirs. Les professeurs les comparaient, les amis de la famille les comparaient, leur propre mère les comparait, et pas toujours de manière subtile. Lorsque Jackie remporta un concours de Vogue en 1951, le prix de Paris, une récompense qui incluait 6 mois de travail pour le magazine à Paris et 6 mois à New York, cela fut traité comme une confirmation de son caractère exceptionnel. Lee, qui avait alors 18 ans et terminait ses études à la Miss Porter School, observa tout cela depuis un endroit qui commençait déjà à lui sembler permanent. La 2e place. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce schéma n'était pas seulement familial. Il était en train de devenir structurel. Le premier mariage de Lee eut lieu en 1953, alors qu'elle avait 20 ans. Elle épousa Michael Temple Canfield, un éditeur junior qui travaillait chez Harper & Brothers et qui venait d'une famille respectable, mais pas particulièrement riche. La cérémonie se tint à l'église Sainte-Marie de Newport et Jackie fut demoiselle d'honneur. C'était un mariage qui, dans le contexte de l'époque, semblait raisonnable. Un jeune homme présentable, éduqué, avec un avenir professionnel modeste, mais stable. Ce que Lee n'avait pas anticipé, c'est à quelle vitesse cet avenir modeste commencerait à ressembler à un piège. Michael Canfield fut ensuite envoyé à Londres comme représentant de Harper, et Lee s'y installa avec lui. Il vivait bien dans les limites d'un salaire d'éditeur, mais ces limites étaient bien réelles. Lee avait des goûts coûteux, des ambitions sociales qui nécessitaient des fonds qu'il n'avait pas, et une conscience croissante qu'elle avait commis une erreur. Pendant ce temps, sa sœur Jackie se trouvait à Washington, couvrant des événements politiques comme photographe pour le Washington Times Herald. Et lors d'une de ses missions, elle rencontra John Fitzgerald Kennedy, représentant du Massachusetts, lors d'un dîner en mai 1951. Ils se marièrent le 12 septembre 1953, quelques mois seulement après le mariage de Lee. La différence d'échelle entre les deux cérémonies était frappante. Le mariage de Jackie et Jack Kennedy fut un événement massif. 800 personnes à l'église Sainte-Marie de Newport. Une réception à Hammersmith Farm avec 1000 invités, une couverture nationale de la presse, des photographes partout. Lee était là, souriante sur les photos. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Sa sœur aînée ne s'était pas seulement bien mariée. Elle s'était mariée dans une orbite entièrement différente. Ce que Jackie avait trouvé en Jack Kennedy n'était pas seulement un mari, c'était un accès. Un accès à une famille avec de l'argent réel, un argent générationnel construit par Joseph P. Kennedy Sr. à travers une combinaison de spéculations financières agressives, d'investissements immobiliers, d'Hollywood et de distribution d'alcool légal et illégal pendant la Prohibition. La fortune de Joe Kennedy, au moment du mariage de Jackie, était estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, une somme qui donnait à la famille Kennedy non seulement de la richesse, mais une influence politique directe, la capacité de financer des campagnes, de contrôler les récits médiatiques et de construire des dynasties. Lee observait tout cela depuis Londres, marié à un éditeur dont le salaire annuel ne dépassait probablement pas 5 000 $. La distance entre les deux sœurs, qui avait toujours été émotionnelle, était désormais aussi financière et sociale. Et Lee commença à prendre des décisions destinées à combler cet écart. En 1958, elle quitta Michael Canfield. Le divorce fut relativement discret, mais les raisons qui le motivèrent ne l'étaient pas. Lee avait rencontré un homme qui représentait exactement le type de vie qu'elle désirait. Stanisław Albert Radziwiłł, connu sous le nom de Stas, un prince polonais en exil, qui vivait à Londres et travaillait dans l'immobilier. Le titre de prince, bien que non reconnu formellement par le gouvernement polonais communiste, avait un poids social dans les cercles européens. Stas était sophistiqué, bien connecté, riche de son propre chef grâce à des investissements réussis et, point crucial, catholique. Le catholicisme de Stas posait un problème. Lee était également catholique et l'Église ne reconnaissait pas le divorce. Si elle épousait Stas lors d'une cérémonie civile, elle vivrait dans ce que l'Église considérait comme un péché permanent.
La solution qu'elle trouva fut d'obtenir une annulation de son premier mariage, un processus qui nécessitait d'argumenter que le mariage avec Canfield n'avait jamais été sacramentellement valide. L'annulation fut accordée et Lee épousa Stas Radziwill le 19 mars 1959 lors d'une cérémonie civile en Virginie, suivie d'une cérémonie catholique une fois les formalités accomplies. Elle était désormais la princesse Lee Radziwill. Le titre ne s'accompagnait ni de château, ni de terre, ni de revenus automatiques, mais il venait avec quelque chose que Lee valorisait presque autant, un nom qui sonnait différemment de celui de sa sœur. Ils eurent 2 enfants. Anthony Stanislas Albert Radziwill naquit le 4 août 1959. Anna Christina Radziwill, connue sous le nom de Tina, naquit le 18 août 1960. Dans les premières années du mariage, Lee et Stas vécurent entre Londres et New York, évoluant dans des cercles qui incluaient des designers, des artistes, des aristocrates européens et des figures du monde éditorial et culturel. Lee commença à travailler comme directrice des relations publiques pour Giorgio Armani aux États-Unis, un rôle qui lui donnait une visibilité dans le monde de la mode sans nécessiter le type de formation technique qu'elle n'avait pas. Mais tout ce que Lee construisait existait dans l'ombre de ce que sa sœur était en train de devenir. En 1960, Jack Kennedy fut élu président des États-Unis. Jackie Kennedy devint la première dame, la plus jeune et la plus photographiée de l'histoire américaine moderne. La Maison-Blanche fut rénovée sous sa supervision, et chaque détail de cette rénovation fut couvert par la presse. Ses vêtements, sa coiffure, sa voix, ses enfants, tout devint l'objet d'une fascination publique mondiale. Lee fut présente pendant une grande partie de tout cela. Elle visita la Maison-Blanche fréquemment, voyagea avec Jackie, apparut sur des photographies à ses côtés lors d'événements officiels. Mais sur chacune de ces photographies, dans chaque article de magazine, dans chaque mention dans la presse, elle était identifiée de la même manière, la sœur de la première dame. Le titre de princesse qu'elle avait acquis par son mariage avec Stas n'y changea rien. Si tant est qu'il fit quelque chose, il rendit la comparaison encore plus visible, car désormais, elle n'était plus seulement Lee Bouvier, la petite sœur. Elle était la princesse Lee Radziwill, la petite sœur, ce qui, d'une certaine façon, rendait la comparaison encore plus cinglante. Ce qui ressemblait à une vie de privilège de l'extérieur commençait à montrer des fissures de l'intérieur. Le mariage avec Stas, qui avait débuté avec la promesse de stabilité financière et de statut social, était sous pression. Lee était agitée, ambitieuse et de plus en plus frustrée par le fait que son identité publique était entièrement absorbée par celle de sa sœur. Stas était plus calme, plus traditionnel dans ses attentes concernant ce que devrait être un mariage, et moins à l'aise avec la quête constante de Lee pour quelque chose de plus, quelque chose qui lui appartienne. Elle commença à passer plus de temps seule, à voyager, à assister à des événements sans lui, à cultiver des amitiés qui étaient intenses, émotionnelles, et qui, dans certains cas, franchissaient des lignes qu'un mariage traditionnel n'aurait pas tolérées. L'une de ces amitiés fut celle avec Truman Capote, l'écrivain qui, dans les années 1960, était au sommet de sa gloire après la publication de 200 froid. Capote et Lee devinrent inséparables. Il l'appelait sa muse, sa princesse, sa confidente. Elle trouva en lui quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans son mariage. Quelqu'un qui la voyait comme le personnage principal de sa propre histoire et non comme le personnage secondaire de l'histoire d'une autre. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Cette amitié, cette intimité, cette confiance qu'elle avait placée en Capote allait finalement devenir l'une des trahisons les plus publiques et les plus douloureuses de sa vie. Pour l'instant, c'était une amitié. Elle était sur le point de devenir une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy fut assassiné à Dallas, au Texas. Jackie Kennedy devint veuve à 34 ans, et dans le processus de ce deuil public, elle devint quelque chose de plus grand qu'une première dame. Elle devint une icône mondiale de la grâce sous la pression, de la dignité dans la souffrance, une image soigneusement construite de force féminine qui résonna dans le monde entier. Lee fut avec elle pendant ces jours. Elle vola à Washington immédiatement après l'assassinat. Elle se trouvait à la Maison-Blanche pendant les funérailles. Elle marcha derrière le cercueil lors de la procession. Les photographies de ces jours montrent les deux sœurs ensemble, vêtues de noir, voilées, entourées de chefs d'État et de foules en deuil. Mais ce que les photographies ne montrent pas, c'est la dynamique de pouvoir
qui se solidifiait à ce moment précis. Car l'assassinat de Jack Kennedy ne fit pas seulement de Jackie une veuve, il la rendit intouchable. Toute critique publique à son égard, toute comparaison défavorable, toute suggestion qu'elle n'était pas parfaite, devint socialement inacceptable. Et Lee, qui avait passé toute sa vie à tenter de sortir de l'ombre de sa sœur, se retrouvait désormais prisonnière de l'ombre d'une martyre vivante. Il n'y avait aucun moyen de rivaliser avec cela, aucun moyen de construire une identité séparée lorsque l'identité de votre sœur était devenue propriété publique, symbole national, quelque chose qui n'appartenait plus seulement à la famille, mais à l'histoire. Les années qui suivirent l'assassinat furent celles où Lee tenta avec le plus de désespoir de construire quelque chose qui lui appartienne. En 1967, à 34 ans, elle décida de devenir actrice. Ce n'était pas une décision entièrement arbitraire. Elle avait brièvement étudié le jeu d'acteur, avait des connexions dans le monde du divertissement grâce à Truman Capote et à d'autres amis, et avait été invitée à participer à une production télévisée de Laura, un thriller psychologique qui serait diffusé sur ABC. Le rôle principal fut écrit spécifiquement pour elle. La production fut dirigée par Tom Donovan, et la distribution comprenait des acteurs professionnels expérimentés. Lee répéta, mémorisa ses répliques, et lorsque la production fut diffusée en janvier 1968, elle fut regardée par des millions de téléspectateurs. Les critiques furent dévastatrices. Les critiques de télévision ne furent ni aimables ni diplomatiques. Ils écrivirent que son jeu était rigide, peu convaincant, qu'elle manquait de la formation technique nécessaire, qu'il était évident qu'elle avait obtenu le rôle grâce à son nom et non à son talent. Un critique écrivit que la regarder jouer, c'était comme regarder quelqu'un lire un scénario à voix haute plutôt que l'interpréter. Un autre suggéra que son seul véritable accomplissement était de démontrer que le privilège ne pouvait pas acheter le talent. Lee fut dévastée. Elle avait investi émotionnellement dans l'idée que cela pourrait être sa sortie, son identité séparée, sa preuve qu'elle était quelque chose de plus que la sœur de Jackie Kennedy. Et le monde lui avait dit, de manière très publique, qu'elle ne l'était pas. Elle réessaya. En 1969, elle accepta un rôle dans une production théâtrale à Chicago de la Philadelphia Story, la pièce qui avait été un véhicule iconique pour Katharine Hepburn. Lee interpréta le rôle principal, Tracy Lord, une héritière de la haute société, coincée entre trois hommes et ses propres attentes concernant ce que devrait être sa vie. L'ironie du casting n'échappa à personne. Les critiques furent mitigées. Certains critiques locaux furent plus généreux que les critiques de télévision ne l'avaient été, reconnaissant qu'elle s'était améliorée, qu'elle avait une présence scénique, que le rôle lui convenait en termes de type. D'autres furent tout aussi sévères, soulignant que sa voix était trop douce pour le théâtre, qu'elle manquait de la formation vocale nécessaire, qu'elle était clairement nerveuse. La production eut une courte saison et ne fut pas transférée à Broadway, comme certains l'avaient spéculé. Lee ne rejoua plus jamais professionnellement après cela. L'expérience avait pris fin, et ce qui en resta fut une confirmation publique de quelque chose qu'elle avait craint toute sa vie, que sans le nom de famille, sans les connexions, sans l'ombre de sa sœur, elle n'avait pas d'identité professionnelle viable. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que l'échec de sa carrière d'actrice ne serait que le début d'une décennie qui la verrait perdre presque tout ce qu'elle avait construit. Le mariage avec Stas Radziwill, qui était sous tension depuis des années, commença à s'effondrer de manière plus visible à la fin des années 1960. Lee passait de plus en plus de temps à New York, Stas à Londres. Il y avait d'autres personnes dans la vie de chacun d'eux, des relations qui n'étaient pas secrètes au sein de leurs cercles sociaux, bien qu'elles n'aient jamais été confirmées publiquement. Pour Lee, l'une des relations les plus significatives et les plus commentées fut celle avec Aristote Onassis, le magnat grec de la marine marchande, qui était à l'époque l'un des hommes les plus riches du monde. Onassis avait fait sa fortune dans le transport maritime, en construisant une flotte de pétroliers dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, à un moment où le pétrole devenait la ressource la plus stratégiquement précieuse de la planète. Sa fortune était estimée à des centaines de millions de dollars, et son style de vie était légendaire. Des yachts, des îles privées, des fêtes avec des chefs d'État et des stars de cinéma, une présence constante dans les pages mondaines des journaux internationaux. Lee connut Onassis par l'intermédiaire de sa sœur. Jackie et Onassis s'étaient rencontrés dans les années 1950, et après l'assassinat de Jack Kennedy, Onassis avait offert à Jackie l'usage de son yacht, le Christina, comme refuge.
Lee fut présente lors de plusieurs de ses voyages, et à un moment donné, entre 1964 et 1967, la relation entre Lee et Onassis devint quelque chose de plus qu'une amitié. Exactement ce que fut cette relation a fait l'objet de spéculations pendant des décennies. Lee n'en parla jamais publiquement en termes explicites, Onassis non plus, mais les personnes qui étaient proches des deux à cette époque, notamment des employés du yacht, des amis communs et, plus tard, des biographes qui eurent accès à une correspondance privée, ont suggéré que Lee croyait qu'Onassis l'épouserait. Qu'il y avait une compréhension implicite, ou peut-être explicite, qu'une fois qu'elle divorcerait de Stas, Onassis serait là. Qu'elle aurait enfin ce qu'elle avait toujours voulu, une fortune à elle, un nom à elle, une vie qui ne dépendrait pas de la proximité avec sa sœur. Et puis, en octobre 1968, Aristote Onassis épousa Jackie Kennedy. La nouvelle fut un choc mondial. Jackie Kennedy, la veuve la plus célèbre du monde, le symbole de la grâce américaine, épousait un magnat grec divorcé, 23 ans plus âgé qu'elle, non américain, et dont la fortune était d'un type entièrement différent de l'argent des Kennedy. La presse américaine réagit avec quelque chose qui ressemblait à un scandale. Les titres parlèrent de trahison, de chute, de Jackie qui avait terni la mémoire de JFK. Mais sous tout ce bruit se trouvait une transaction financière très claire. Onassis offrit à Jackie une sécurité économique absolue. L'accord prénuptial, dont les termes furent divulgués des années plus tard, garantissait à Jackie 3 millions de dollars en cas de divorce, plus 200 000 dollars annuels pour ses dépenses personnelles, plus des dispositions pour ses enfants. C'était un contrat, et les deux parties savaient exactement ce qu'elles achetaient. Pour Lee, ce mariage fut quelque chose d'entièrement différent. Ce fut une trahison. Non pas dans le sens où Onassis lui aurait formellement promis quelque chose et l'aurait ensuite rompu, bien que certaines sources proches aient suggéré que des promesses avaient bien été faites, mais dans le sens où sa sœur, la personne qui avait déjà tout, qui était déjà intouchable, qui avait déjà vécu à la Maison Blanche, qui avait déjà été adorée par le monde entier, avait désormais aussi l'homme que Lee avait cru être le sien. Et elle l'avait fait sans lui demander, sans considérer ce que cela signifierait pour Lee, sans apparemment y penser du tout. La relation entre les deux sœurs, qui avait toujours été compliquée, devint froide. Elle ne se brisa pas complètement, car les familles comme la leur ne se brisent pas de manière visible. Mais quelque chose de fondamental se fractura et ne fut jamais entièrement réparé. Lee divorça de Stas Radziwiłł en 1974. Le divorce fut amical, dans ses termes légaux, mais il marqua la fin de la seule stabilité financière réelle que Lee avait connue dans sa vie adulte. Stas avait été généreux pendant le mariage. Il avait payé pour le style de vie qu'ils menaient tous les deux, et après le divorce, il continua à soutenir ses enfants. Mais Lee n'avait plus accès direct à cette richesse, et ce qu'elle possédait par elle-même ne suffisait pas à maintenir le type de vie qu'elle avait mené. Si vous appréciez ces récits qui révèlent comment l'argent et l'ambition ont façonné l'histoire, likez cette vidéo. Chaque like nous aide à continuer à raconter ces histoires qui méritent d'être entendues. Reprenons. Elle s'installa dans un appartement sur la 5e avenue à New York, un espace qu'elle décora avec le goût impeccable pour lequel elle était connue, rempli d'art, de meubles anciens, d'objets qu'elle avait collectionnés au fil de ses années de voyage en Europe. De l'extérieur, cela ressemblait à la vie d'une femme riche et cultivée. De l'intérieur, c'était une vie qui était de plus en plus financée par la vente de ces mêmes objets. Lee commença à travailler comme décoratrice d'intérieur, un domaine dans lequel elle avait un talent genuinement réel et une réputation. Elle décora des maisons pour des amis riches, pour des clients qui voulaient le type d'élégance européenne décontractée qu'elle incarnait. Mais le travail était irrégulier, et les revenus ne suffisaient pas à couvrir les dépenses liées au maintien d'une vie publique à Manhattan dans les années 1970 et 1980. Il y avait un autre problème, rarement discuté ouvertement, mais que les personnes proches d'elle connaissaient bien. Lee n'était pas douée avec l'argent. Elle n'avait jamais eu à l'être. Elle avait grandi dans des maisons où d'autres personnes géraient les finances. Elle avait épousé des hommes qui géraient les finances. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, elle était seule. Et elle n'avait ni les outils, ni la discipline pour gérer ce qu'elle avait, de manière à lui permettre de maintenir le style de vie auquel elle était habituée. En 1975, Truman Capote publia un extrait de ce qu'il affirmait être son chef-d'œuvre, un roman intitulé Answered Prayers, dans le magazine Esquire. L'extrait, intitulé La Côte Basque 1965,
était un récit à peine déguisé des secrets, des infidélités et des trahisons des femmes de la haute société qui avaient été les meilleures amies de Capote pendant des années. Il les appelait ses cygnes, et il les avait cultivées, écoutées, collecté leurs secrets, et maintenant il les publiait pour que le monde entier les lise. Lee était dans ces pages, pas de manière aussi proéminente que certaines autres, mais elle y était, identifiable pour quiconque connaissait les cercles dans lesquels elle évoluait. Et ce que Capote avait écrit sur elle, les insinuations sur sa vie personnelle, ses relations, ses insécurités, étaient suffisamment précises pour être blessantes et suffisamment publiques pour être humiliantes. Lee rompit avec Capote immédiatement. Beaucoup d'autres femmes en firent autant. Capote, qui avait dépendu émotionnellement de ses amitiés autant qu'elles avaient dépendu de son attention, s'effondra. Il passa les dernières années de sa vie de plus en plus isolé, buvant, consommant des drogues, tentant de terminer le roman qu'il ne termina jamais. Il mourut en 1984, à l'âge de 59 ans. Lee n'assista pas à ses funérailles. La trahison avait été trop profonde, trop publique. Et pour quelqu'un dont toute la vie avait été vécue sous un regard public non sollicité, le fait que quelqu'un en qui elle avait eu confiance ait choisi d'ajouter à ce regard était impardonnable. Pendant ce temps, Jackie restait Jackie. Après la mort d'Onassis en 1975, elle hérita d'une partie significative de sa fortune, bien que considérablement moins que ce qu'elle aurait pu hériter si l'accord prénuptial n'avait pas été renégocié avant sa mort. Les termes finaux lui accordèrent environ 26 millions de dollars, une somme qui la rendit financièrement indépendante pour le reste de sa vie. Elle retourna à New York, commença à travailler comme éditrice chez Viking Press, puis chez Doubleday, et construisit une vie qui était privée, disciplinée et à ses propres conditions. Elle mourut le 19 mai 1994 d'un lymphome non hodgkinien. Elle avait 64 ans. Ses funérailles furent un événement national. Le président Clinton y assista. Les rues de New York étaient remplies de personnes qui étaient sorties simplement pour être présentes au moment où son cercueil passerait. Lee était là, vêtue de noir, marchant derrière le cercueil, aux côtés des enfants de Jackie, Caroline et John Jr. Mais même dans la mort de sa sœur, Lee était identifiée de la même manière qu'elle l'avait toujours été, la sœur de Jackie Kennedy. Et ce que le public ne savait pas encore, c'est que la mort de Jackie laisserait Lee dans une position financière encore plus précaire que celle dans laquelle elle se trouvait déjà. Car Jackie, dans son testament, laissa sa fortune principalement à ses deux enfants, Caroline Kennedy et John F. Kennedy Jr. Lee reçut quelques objets personnels, des meubles, des souvenirs, mais pas d'argent significatif. Il n'y avait aucune obligation légale de lui laisser quoi que ce soit, aucune attente formelle. Mais l'absence d'une disposition financière substantielle fut remarquée par les personnes proches de la famille et fut interprétée par certains comme une déclaration finale sur la nature de la relation entre les deux sœurs. Lee n'en parla jamais publiquement. Mais les personnes qui la connurent dans les années qui suivirent la mort de Jackie dirent qu'il y avait une amertume là, qui n'avait pas été là auparavant, ou qui, si elle l'avait été, ne prenait plus la peine de se dissimuler. Elle continua à vivre dans son appartement de la 5e avenue. Elle continua à voir ses enfants, à apparaître lors d'événements sociaux lorsqu'elle y était invitée. Mais quelque chose en elle s'était retiré. L'énergie qu'elle avait eue dans les décennies précédentes, l'ambition agitée, la quête constante de quelque chose de plus, s'était éteinte. Ce qui resta fut une femme qui avait vécu une vie extraordinaire à bien des égards, qui avait connu certaines des personnes les plus célèbres du XXe siècle, qui avait voyagé à travers le monde, qui avait été photographiée par les meilleurs photographes, écrite par les meilleurs écrivains, admirée pour son style et sa grâce, et qui, au bout du compte, se retrouvait seule, avec moins d'argent que les gens ne l'imaginaient, et avec 2 enfants adultes dont les propres vies étaient sur le point de prendre des chemins qu'elle n'aurait jamais choisis pour eux. Anthony Radziwiłł, son fils, né en 1959, avait grandi entre 2 mondes. D'un côté, il était le fils d'un prince polonais en exil et le petit-fils d'un magnat de l'immobilier. De l'autre, il était le neveu de Jackie Kennedy, ce qui signifiait que depuis son enfance, il avait été exposé à un niveau d'attention publique que très peu de personnes connaissent. Il fut éduqué dans les meilleures écoles, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Il fréquenta l'université de Boston, où il étudia les communications, et après avoir obtenu son diplôme en 1982, il commença à travailler dans la production télévisuelle. Ce n'était pas un travail obtenu uniquement grâce aux connexions familiales,
bien que ses connexions aient sans aucun doute ouvert des portes. Anthony avait un vrai talent de producteur. Il travailla pour ABC News, devenant finalement producteur exécutif et remporta plusieurs prix Emmy et Peabody pour son travail sur des documentaires et des reportages d'investigation. En 1988, il épousa Carole Ann Falco, connue sous le nom de Carole Radziwill, une productrice d'ABC qu'il avait rencontrée au travail. Le mariage fut décrit par ceux qui les connurent comme genuinement heureux. Une relation fondée sur des intérêts partagés, un humour partagé et une compréhension mutuelle de ce que signifiait travailler dans une industrie exigeante. Mais il y avait quelque chose qu'Anthony n'avait pas dit à Carole lorsqu'il s'était marié. Quelque chose qu'il ne savait même pas avec certitude à ce moment-là. Il était malade. En 1994, la même année où Jackie Kennedy mourut, Anthony fut diagnostiqué avec un cancer, plus précisément un lymphome non-hodgkinien, la même maladie qui avait tué sa tante. La nouvelle fut dévastatrice, mais le diagnostic initial suggérait qu'avec un traitement agressif, il y avait une possibilité raisonnable de rémission. Anthony commença une chimiothérapie. Il perdit ses cheveux, perdit du poids, traversa les cycles brutaux de nausées et d'épuisement qui accompagnent le traitement, et pendant tout ce temps, il continua à travailler autant qu'il le pouvait, essayant de maintenir une certaine normalité, essayant de ne pas se laisser réduire à sa maladie. Lee fut à ses côtés pendant tout cela. Les personnes qui la virent durant les années de la maladie d'Anthony dirent que ce fut la période où elle fut la plus concentrée, la plus présente, la moins préoccupée par les apparences sociales et la plus préoccupée par quelque chose de réel et de tangible. Elle paya pour des traitements, pour des médecins, pour des soins que l'assurance ne couvrait pas, et ce faisant, elle épuisa encore davantage les ressources financières qu'elle possédait. Car ce que très peu de gens savaient, c'est que Lee, au milieu des années 1990, vendait déjà des actifs pour se maintenir. Elle vendit des bijoux, des meubles, des œuvres d'art qu'elle avait collectionnées pendant des décennies. En 1996, Sotheby's mit aux enchères une partie de sa collection personnelle, et les journaux couvrirent la vente avec le type d'attention que Lee avait passé toute sa vie à tenter d'éviter. Les titres parlaient de difficultés financières, d'une princesse déchue, de la sœur de Jackie Kennedy, contrainte de vendre ses possessions. Lee ne fit aucun commentaire public sur la vente, mais les personnes proches d'elle dirent que ce fut profondément humiliant. Anthony Radziwill lutta contre le cancer pendant 5 ans. Il y eut des périodes de rémission, des moments où il sembla qu'il pourrait être en train de gagner. Puis, en 1999, le cancer revint, plus agressif qu'auparavant. En juillet de cette année-là, son cousin John F. Kennedy Jr., le fils de Jackie, mourut dans un accident d'avion avec sa femme Caroline Bessette et la sœur de celle-ci, Lorraine. John pilotait un Piper Saratoga depuis le New Jersey vers Martha's Vineyard lorsque l'avion s'écrasa dans l'océan Atlantique. Les 3 périrent dans l'impact. La nouvelle secoua le pays. John Kennedy Jr. avait été, depuis sa naissance, l'une des figures publiques les plus photographiées et les plus observées des États-Unis. L'image de lui, tout petit, saluant le cercueil de son père en 1963, était l'une des photographies les plus iconiques du XXe siècle. Et maintenant, à 38 ans, il était mort. Anthony, qui avait été extrêmement proche de John, qui avait grandi avec lui, qui le considérait davantage comme un frère que comme un cousin, fut anéanti. Il assista aux funérailles en fauteuil roulant, trop faible pour marcher. Moins d'un mois plus tard, le 10 août 1999, Anthony Radziwill mourut chez lui à New York. Il avait 40 ans. Lee perdit son fils et son neveu en l'espace de 3 semaines. Le poids de ce double deuil fut quelque chose dont, selon les personnes proches d'elle, elle ne se remit jamais complètement. Carole Radziwill, la veuve d'Anthony, écrivit un livre de mémoire en 2005 intitulé What Remains, dans lequel elle décrivit les dernières années de la vie d'Anthony, la relation avec John Kennedy Jr. et l'impact des 2 morts. Le livre fut un best-seller et fut salué pour son honnêteté émotionnelle. Carole devint également une personnalité de la télévision en rejoignant le casting de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of New York City en 2011, où elle resta pendant 6 saisons. Sa présence dans l'émission attira une attention renouvelée sur la famille Radziwill, bien que pas toujours du type que Lee aurait souhaité. Lee parlait rarement publiquement de Carole après la mort d'Anthony. Il y eut des rapports de tension entre elles, notamment après que Carole publia le livre,
que Lee estima révéler trop de choses sur des affaires familiales privées. Mais il n'y eut jamais de rupture publique, seulement une distance qui s'accrut avec le temps. La fille de Lee, Anna Christina Radziwiłł, connue sous le nom de Tina, prit un chemin entièrement différent de celui de son frère. Née en 1960, elle grandit dans le même environnement de privilèges transatlantiques qu'Anthony. Mais tandis que lui se tourna vers les médias et la production, Tina se tourna vers quelque chose de plus privé. Elle se maria 3 fois. Son premier mariage, en 1988, fut avec Ottavio Arangio, un professeur de neurosciences. Ce mariage se termina par un divorce. Son deuxième mariage fut avec Carmine Caridi, un musicien. Il se termina également par un divorce. Son troisième mariage, avec Jasper Conran, un chirurgien plasticien, dura plus longtemps, mais finit lui aussi par se terminer. Tina eut 3 filles au cours de ses mariages, Anna, Eugenia et Tadzio. Et contrairement à sa mère, qui avait passé une grande partie de sa vie à chercher à être au centre de l'attention publique, Tina fit tout son possible pour l'éviter. Elle vécut dans les Hamptons, travailla occasionnellement dans la mode et le design, mais se maintint en grande partie à l'écart des manchettes. Sa relation avec Lee était, selon ceux qui connaissaient les deux femmes, compliquée. Il y avait de l'amour, mais aussi des schémas répétés de la génération précédente, des comparaisons, des attentes non satisfaites, des tensions financières. Lee avait espéré que ses enfants auraient des vies plus stables, plus sûres que la sienne. Et à bien des égards, tous deux avaient lutté avec exactement les mêmes problèmes qu'elle. L'identité, l'argent, l'ombre d'un nom de famille célèbre. Les dernières années de la vie de Lee furent marquées par un retrait progressif de la vie publique. Elle continua à vivre dans son appartement de la 5e avenue, entourée des objets qu'elle n'avait pas vendus, des photographies des personnes qu'elle avait connues, des souvenirs d'une vie qui avait été extraordinaire dans sa portée, mais frustrante dans son exécution. Elle vieillit de la manière dont les femmes de sa génération et de sa classe vieillissaient, avec une grâce visible, avec des chirurgies dont on ne parlait pas, avec un refus de se laisser aller à l'invisibilité que la culture réserve aux femmes âgées. Mais sa santé déclinait. Elle avait fumé pendant la majeure partie de sa vie adulte, et dans ces dernières années, elle développa des problèmes respiratoires chroniques. Il y eut également des signes, jamais confirmés publiquement de son vivant, qu'elle connaissait un certain niveau de déclin cognitif. Les visites d'amis se firent moins fréquentes, les apparitions publiques cessèrent presque entièrement, et lorsqu'elle mourut le 15 février 2019, ce fut en privé, dans son appartement, apparemment de causes naturelles liées à l'âge. Elle avait 85 ans. La nouvelle de sa mort fut couverte par les médias internationaux, mais la couverture fut remarquablement brève. Les nécrologies la décrivirent comme décoratrice d'intérieur, personnalité mondaine, ancienne actrice et sœur de Jacqueline Kennedy Onassis. Certains mentionnèrent son mariage avec le prince Stanisław Radziwiłł. Certains mentionnèrent son amitié avec Truman Capote. Presque tous mentionnèrent son style, son élégance, les photographies iconiques qui avaient été prises d'elle au fil des décennies par des photographes tels que Richard Avedon et Cecil Beaton. Mais très peu approfondirent ce que sa vie avait réellement été. Une lutte constante pour une identité séparée, pour une reconnaissance indépendante, pour quelque chose qui lui appartienne et ne soit pas le reflet de la lumière d'une autre personne. Et très peu rapportèrent l'état réel de son patrimoine, qui s'avéra être considérablement plus modeste que presque quiconque ne l'avait anticipé. Lorsque le contenu du testament de Lee Radziwiłł fut rendu public, ou plus précisément l'absence d'un testament clair et complet, une image de ses finances commença à émerger qui surprit même les personnes qui l'avaient bien connue. Lee avait vécu pendant des décennies avec l'apparence d'une richesse considérable. Elle vivait dans l'un des codes postaux les plus chers de Manhattan. Elle s'habillait en vêtements de créateur, voyageait, recevait. Et pourtant, au moment de sa mort, son patrimoine était évalué à environ 4 millions de dollars. Ce chiffre nécessite un contexte. Pour une personne ordinaire, 4 millions de dollars représentent une fortune significative. Mais pour quelqu'un qui avait vécu comme Lee Radziwiłł, qui avait évolué dans les cercles dans lesquels elle s'était déplacée, avec les dépenses qu'elle avait eues, c'était une somme qui indiquait des décennies de dépenses excédant les revenus. L'appartement de la 5e avenue, qui avait été sa résidence principale pendant des années, ne lui appartenait pas. Il était loué. Les meubles et objets d'art qui restaient étaient précieux, mais les plus précieux avaient déjà été vendus dans les décennies précédentes. Ce qui resta fut divisé entre ses 2 héritiers survivants, Tina, et les héritiers d'Anthony, par l'intermédiaire de Carol.
Mais il y avait quelque chose de plus dans le testament, ou plus précisément dans l'absence de clarté dans le testament, qui engendra des tensions. Lee avait rédigé plusieurs versions de son testament au fil des années, et elles n'étaient pas toutes cohérentes entre elles. Il y eut des litiges, jamais entièrement publics, mais suffisamment connus dans les cercles juridiques et familiaux, sur quelle version devrait avoir la préséance, sur la question de savoir si certains objets avaient été promis à certaines personnes, sur la question de savoir si Lee était en pleine capacité mentale lorsqu'elle signa la version finale. Ces litiges furent finalement résolus hors des tribunaux, mais ils laissèrent une fissure supplémentaire dans une famille qui avait déjà connu plus que sa part de pertes et de conflits. Tina Radziwiłł, désormais dans la soixantaine, hérita de la majeure partie de ce qui restait. Elle continue à vivre de manière relativement privée, à élever ses filles, à maintenir une distance avec les médias. Carole Radziwiłł, après son passage dans la télé-réalité, se retira en grande partie de la vie publique. Elle parle occasionnellement d'Anthony lors d'interviews, mais mentionne rarement Lee. La relation entre les deux femmes, si tant est qu'elle existe encore à ce stade, n'est pas visible publiquement. Avant de terminer, rappelons-nous que cette chaîne a été créée dans un but précis: sauvegarder les histoires qui révèlent comment l'argent et l'ambition ont façonné notre histoire. Car comprendre les grandes fortunes, c'est comprendre le pouvoir, l'humanité et ses ombres. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté qui aime découvrir les secrets du passé. Continuons. Ce que l'histoire de Lee Radziwiłł révèle, lorsqu'on l'examine sans le filtre du glamour des photographies et des manchettes, c'est un schéma qui se répète à travers des générations de femmes nées dans la proximité du pouvoir, mais sans contrôle direct sur celui-ci. Sa mère, Janet, avait utilisé le mariage comme outil de mobilité ascendante, épousant d'abord un homme avec un nom de famille, mais sans argent fiable, puis un homme avec de l'argent, mais sans passion. Lee tenta la même stratégie, se mariant d'abord pour la respectabilité, puis pour le titre et les connexions. Mais le monde dans lequel Lee atteignit l'âge adulte changeait de manière que sa mère n'avait pas anticipée. Les femmes de la génération de Lee, en particulier celles qui avaient une éducation et des connexions, commencèrent à avoir des options que les générations précédentes n'avaient pas eues. Elles pouvaient travailler, divorcer sans se ruiner socialement et, en théorie, construire des identités indépendantes. Mais Lee était coincé entre deux mondes. Trop jeune pour accepter pleinement les limitations de la génération de sa mère, trop formé par cette génération pour savoir comment construire quelque chose d'entièrement nouveau. Ses tentatives d'actrice, de designer, de travailleuse furent toutes des efforts genuinement sincères pour créer une identité professionnelle. Mais ce furent aussi des efforts faits sans la préparation, la discipline, ou franchement, la nécessité économique qui oblige la plupart des gens à développer des compétences commercialisables. Elle n'eut jamais à travailler pour survivre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour apprendre à le faire de manière viable. Et ce manque de nécessité, qui de l'extérieur ressemblait à un privilège, fut à bien des égards un piège. Car il signifiait que chaque échec professionnel pouvait être absorbé financièrement, ce qui éliminait la pression qui aurait pu l'obliger à s'améliorer, à persister, à se développer. Et cela signifiait également que lorsqu'elle se retrouva finalement sans argent, elle n'avait pas les outils pour le récupérer. La fortune de son grand-père James T. Lee, qui avait été la base de la sécurité financière de sa mère, s'était dispersée à travers de multiples héritiers et de multiples générations. La fortune des Auchincloss, à laquelle elle avait eu accès par le mariage de sa mère avec Hugh, n'avait jamais été la sienne à hériter. Les Auchincloss avaient leurs propres enfants, leur propre ligne de succession. Et lorsque Hugh mourut en 1976, ce qui resta de son patrimoine fut divisé entre un réseau complexe d'héritiers, dans lequel Lee et Jackie étaient périphériques et non centrales. L'argent que Lee avait reçu de ses propres mariages avait été dépensé, mal investi ou simplement consumé par le coût de maintenir une vie qui avait toujours été plus chère que ses revenus réels ne pouvaient le soutenir. Et puis il y avait la question de Jackie. Car la vérité inconfortable qui traverse toute l'histoire de Lee Radziwiłł, c'est que sa sœur aînée, qui avait elle aussi commencé sans fortune propre, qui avait elle aussi utilisé le mariage comme stratégie d'ascension, finit avec tout. Jackie épousa un Kennedy, ce qui lui donna accès à l'une des fortunes politiques les plus puissantes des États-Unis. Lorsque Jack Kennedy fut assassiné, elle devint une figure intouchable, ce qui lui conféra un type différent de capital, un capital culturel, un capital symbolique,
la capacité de contrôler son propre récit d'une manière que très peu de personnes peuvent. Et lorsqu'elle épousa Onassis, elle assura son indépendance financière permanente. Jackie n'eut jamais à vendre ses possessions aux enchères. Jackie n'eut jamais à s'inquiéter du loyer. Jackie mourut avec des dizaines de millions de dollars qu'elle laissa à ses enfants, assurant que la génération suivante des Kennedy serait également protégée. Lee, qui avait fait beaucoup des mêmes choix que Jackie, qui avait suivi beaucoup des mêmes stratégies, finit avec presque rien. Pourquoi? Une partie de la réponse est la chance. Jackie eut la chance d'épouser l'homme qui devint président. Elle eut la chance, si l'on peut appeler cela de la chance, que son mari soit assassiné d'une manière qui la transforma en martyr par association. Elle eut la chance qu'Onassis, lorsqu'il décida finalement de se marier, la choisisse elle plutôt que Lee. Mais une partie de la réponse est aussi un choix. Jackie fut plus disciplinée, plus stratégique, plus disposée à jouer le jeu à long terme, à accepter les limitations de certains rôles si ces rôles lui donnaient ce dont elle avait besoin. Lee fut plus impulsive, plus émotionnelle, plus ouverte sur ce qu'elle voulait. Et dans le monde dans lequel elle vivait, cette ouverture fut punie. Les femmes qui voulaient trop ouvertement, qui refusaient de dissimuler leur ambition derrière le masque de la grâce passive, étaient jugées plus sévèrement. Et Lee fut jugée constamment pour une vie qui, sous certains angles, semblait frivole, complaisante, gaspillée. Mais qui, sous d'autres angles, ressemblait à quelque chose de différent. L'effort désespéré d'une femme intelligente et capable pour trouver une place dans un monde qui l'avait défini depuis sa naissance comme secondaire. Les enfants de Lee, Anthony et Tina, héritèrent d'une partie de cette lutte. Anthony, qui construisit une carrière légitime et respectée dans le journalisme télévisuel, qui se maria par amour, qui lutta contre le cancer, avec un courage que les personnes qui le connurent décrivirent comme extraordinaire, mourut avant de pouvoir voir quel type de vie il aurait pu construire s'il avait eu plus de temps. Tina, qui se maria et divorça plusieurs fois, qui éleva 3 filles, qui choisit la vie privée plutôt que la célébrité, vit une vie qui, à bien des égards, reproduit les schémas de sa mère. Des mariages qui ne durent pas, une quête de stabilité qui reste insaisissable, une relation compliquée avec un nom de famille qui ouvre des portes, mais crée aussi des attentes impossibles. Les 3 filles de Tina, Anna, Eugenia et Tadzio, nées dans les années 1990 et 2000, sont la 4e génération depuis Janet Lee, et elles grandissent dans un monde radicalement différent de celui dans lequel leur arrière-grand-mère, leur grand-mère et même leur mère ont grandi. Elles ont accès à une éducation, à des carrières, à des options que les femmes des générations précédentes n'avaient pas. Mais elles portent aussi un nom de famille qui vient avec une histoire, avec des attentes, avec l'ombre d'une grand-tante qui fut première dame et d'une grand-mère qui passa sa vie à essayer de ne pas être définie par cette relation. Jusqu'à présent, les 3 ont maintenu des profils relativement discrets. Pas de scandale public, pas de carrière dans le divertissement, pas de mariage avec des personnalités publiques de haut profil. Cela peut changer, ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que la fortune qui coulait autrefois à travers cette famille, l'argent que James T. Lee construisit dans l'immobilier à Manhattan, l'argent que Hugh Auchincloss hérita de la Standard Oil, l'argent qu'Aristote Onassis accumula dans le transport maritime, presque rien de tout cela n'est parvenu à cette génération. Ce qui est parvenu, ce sont des noms, des histoires, des photographies dans des archives, et le fardeau d'être les descendants de personnes célèbres sans les ressources financières qui accompagnent généralement ce type de renommée. C'est une position particulièrement moderne. Visibilité sans capital, reconnaissance du nom sans patrimoine, histoire sans héritage. La question de ce qui adviendra des enfants et petits-enfants de Lee Radziwill est, à bien des égards, la même question qui a hanté les familles américaines de la haute société pendant des générations. Combien de temps le statut peut-il durer sans l'argent qu'il a originellement créé? Dans le cas de la famille Bouvier-Radziwill, la réponse semble être « pas longtemps ». Tina Radziwill, désormais dans la soixantaine, vit confortablement, mais pas fastueusement. Elle travaille lorsqu'elle en a besoin. Ses filles sont élevées avec une éducation et des opportunités, mais pas avec des fiducies qui leur garantiraient une indépendance financière à vie. Elles sont, en d'autres termes, dans la position dans laquelle se trouvent la plupart des Américains de la classe moyenne supérieure. Elles ont besoin de construire leur propre vie, leur propre carrière, leur propre source de revenus. Le nom de famille peut ouvrir quelques portes, mais il ne peut pas payer les factures. C'est une réalité que Lee Radziwill comprit douloureusement dans ces dernières années.
et c'est une réalité, que sa fille et ses petites-filles naviguent aujourd'hui. Mais il y a une autre couche dans cette histoire qui mérite d'être examinée, et c'est la question de quel type de richesse importe vraiment sur le long terme. Car si l'on mesure la vie de Lee Radziwiłł uniquement en termes d'accumulation financière, ce fut un échec. Elle mourut avec une fraction de ce à quoi elle avait eu accès dans sa jeunesse et laissa à ses héritiers sans la sécurité financière que les fortunes générationnelles sont censées procurer. Mais si on la mesure à d'autres zones, le tableau est plus complexe. Lee connut certaines des personnes les plus intéressantes et les plus influentes du XXe siècle. Elle voyagea abondamment, vécut dans plusieurs pays, parla plusieurs langues, développa un œil pour le design et l'esthétique qui était genuinement sophistiqué. Elle eut des amitiés profondes, des amours passionnés, des expériences que la plupart des gens n'auront jamais. Et elle éleva 2 enfants qui, malgré les tragédies qu'ils affrontèrent, furent, à tous égards, des personnes décentes, travailleuses, aimées de ceux qui les connurent. Ce n'est pas rien, mais ce n'était pas non plus ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle passa toute sa vie à poursuivre, c'était une reconnaissance indépendante. Elle voulait être connue pour quelque chose qui lui appartienne, et non pour être la sœur de quelqu'un d'autre. Et en cela, elle échoua. Non pas parce qu'elle n'en était pas capable, non pas parce qu'elle n'était pas intelligente ou talentueuse, mais parce que les structures du monde dans lequel elle vécut, les façons dont la célébrité, l'argent et le pouvoir fonctionnaient à son époque, ne lui donnèrent pas les outils ou l'espace pour réussir dans ces termes. La relation entre l'argent et l'identité dans la vie de Lee Radziwiłł est indissociable. Chaque décision importante qu'elle prit, chaque mariage, chaque divorce, chaque tentative de carrière, chaque déménagement, était façonné par des considérations financières qui étaient rarement discutées ouvertement, mais qui étaient toujours présentes. Elle épousa Michael Canfield lorsqu'elle était jeune, parce qu'il semblait être un choix sûr et respectable, mais elle le quitta lorsqu'il devint clair que son salaire ne lui donnerait jamais le type de vie qu'elle voulait. Elle épousa Stas Radziwiłł parce qu'il avait de l'argent, un titre et des connexions, mais cette sécurité financière dépendait du fait de rester mariée avec lui. Et lorsque le mariage devint émotionnellement insoutenable, elle dut choisir entre la stabilité financière et la liberté personnelle. Elle choisit la liberté et passa le reste de sa vie à en payer le prix. Sa relation avec Aristote Onassis, quelle qu'en soit la nature exacte, était inextricablement liée au fait qu'il était immensément riche et qu'elle ne l'était pas. Et lorsqu'il choisit d'épouser Jackie à sa place, ce que Lee perdit n'était pas seulement un compagnon romantique, c'était l'opportunité d'assurer son propre avenir financier d'une manière qui l'aurait rendue indépendante pour le reste de sa vie. Le fait que Jackie fit exactement cela, qu'elle utilisa son mariage avec Onassis pour assurer son indépendance financière permanente, rend la comparaison encore plus douloureuse, car cela démontre que c'était possible. Une femme à cette époque, avec les bonnes connexions et les bonnes décisions, pouvait transformer le mariage en sécurité financière durable. Jackie le fit. Lee ne put pas. Et la différence entre elles ne fut pas une question de moralité, de vertu ou même d'effort. Ce fut une question de stratégie, de timing, et de la volonté de Jackie de traiter le mariage comme une transaction lorsque cela s'avérait nécessaire. Lee était trop émotionnelle, trop impulsive, trop honnête sur ce qu'elle voulait pour jouer ce jeu aussi froidement que cela le requérait. Et dans le monde dans lequel elle vivait, cette honnêteté fut une faiblesse, et non une force. L'argent dans l'histoire de Lee Radziwiłł n'est pas seulement un détail de fond. C'est le moteur central du récit. C'est la raison pour laquelle elle prit les décisions qu'elle prit, la raison pour laquelle ses mariages se terminèrent comme ils se terminèrent, la raison pour laquelle elle tenta de jouer la comédie, de décorer et de travailler dans des domaines pour lesquels elle n'était pas entièrement préparée. C'était la raison pour laquelle, à la fin de sa vie, elle vendait des possessions et vivait dans un appartement loué plutôt que dans une propriété qu'elle aurait pu laisser à ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle ses enfants, Anthony et Tina, grandirent avec tous les marqueurs extérieurs du privilège, une éducation dans les meilleures écoles, un accès à des cercles sociaux d'élite, un nom de famille reconnu, mais sans le filet de sécurité financière qui accompagne généralement ces marqueurs. Anthony travailla, et travailla dur, construisant une carrière dans le journalisme télévisuel qui fut respectée pour ses propres mérites. Mais lorsqu'il tomba malade, lorsqu'il eut besoin d'un traitement médical coûteux, lorsqu'il eut besoin du type de soins que l'assurance ne couvre pas entièrement, ce fut sa mère qui paya, épuisant ses propres ressources dans le processus. C'est de l'amour, sans aucun doute.
mais c'est aussi une démonstration de la fragilité réelle de la position financière de la famille. Tina, qui a mené une vie plus privée, a navigué ses propres défis financiers à travers 3 mariages et 3 divorces. Les détails de ces arrangements ne sont pas publics, mais le schéma est clair. Chaque mariage représentait une recherche de stabilité, et chaque divorce représentait une reconfiguration de cette recherche. Elle élève ses 3 filles dans un monde où le nom Radziwiłł signifie encore quelque chose, mais où ce qu'il signifie est de plus en plus historique plutôt qu'actuel. Les petites filles de Lee, Anna, Eugenia et Tadzio, grandissent à une époque où la richesse visible sur les réseaux sociaux, la culture des influenceurs, la monétisation de l'image personnelle ont créé de nouvelles façons de convertir la notoriété d'un nom en revenus. Il est possible que l'une d'elles choisisse cette voie, en utilisant sa connexion avec l'histoire Kennedy Radziwiłł comme plateforme pour construire des marques personnelles, des entreprises, des carrières dans les médias. Ou il est possible qu'elles choisissent la vie privée, comme leur mère l'a fait en grande partie, en construisant des vies délibérément séparées du legs familial. Chacune de ces options a ses coûts et ses avantages, mais ce qu'elles n'ont pas, ce que leur grand-mère ne put pas leur donner, parce qu'elle ne l'avait pas elle-même, c'est la sécurité financière générationnelle qui rend ces options véritablement libres plutôt que stratégiquement nécessaires. C'est là l'héritage réel de Lee Radziwiłł. Pas de l'argent, pas de propriété, pas de fiducie. Mais une histoire compliquée sur ce que signifie être une femme dans la proximité du pouvoir sans avoir de contrôle direct sur celui-ci et les conséquences de cette position à travers de multiples générations. Lorsque l'on compare la trajectoire de la famille Radziwiłł à celle de la famille Kennedy, le contraste est instructif. Caroline Kennedy, la fille de Jackie, hérita de dizaines de millions de dollars de sa mère, en plus de ce qu'elle hérita des fiducies Kennedy établies par son grand-père Joe. Elle devint avocate, auteure et finalement ambassadrice des États-Unis au Japon sous l'administration Obama. Elle épousa Edwin Schlossberg, un designer et artiste, et ensemble, ils élevèrent 3 enfants qui sont aujourd'hui adultes avec leur propre carrière. La famille vit dans une sécurité financière absolue, le type de sécurité qui permet des choix de carrière basés sur l'intérêt plutôt que sur la nécessité. John F. Kennedy Jr., avant sa mort, avait lui aussi hérité substantiellement. Il fonda le magazine George, qui, bien que n'ayant pas été un succès financier massif, fut possible parce qu'il avait le capital pour prendre ce risque. Sa veuve, Caroline Bessette, n'eut pas d'enfant, de sorte que sa part de l'héritage Kennedy finit par revenir à la famille. Le point essentiel est que l'argent des Kennedy, malgré les tragédies qui ont frappé cette famille à répétition, est resté intact et a été transmis. L'argent des Radziwiłł, ou plus précisément son absence, raconte une histoire différente. Il raconte l'histoire de ce qui se passe lorsque l'accès au pouvoir et à la richesse est emprunté plutôt que possédé, lorsqu'il dépend du mariage plutôt que de l'héritage direct, lorsqu'il est dépensé plus vite qu'il n'est reconstitué, et lorsque les décisions émotionnelles l'emportent à répétition sur la planification financière stratégique. Il y a une scène que les personnes proches de Lee dans ces dernières années ont décrite, et qui capture quelque chose d'essentiel sur la façon dont sa vie se termina. Elle était dans son appartement, entourée de photographies encadrées. Des photographies d'elle avec Jackie à la Maison-Blanche, des photographies d'elle avec Truman Capote avant la rupture, des photographies d'elle avec des designers célèbres, avec des aristocrates européens, avec ses enfants lorsqu'ils étaient petits. Les murs étaient couverts de souvenirs d'une vie extraordinaire, mais les meubles qui restaient étaient de moins en moins nombreux. Les objets d'art qui avaient rempli les pièces avaient été vendus un par un. Et elle était là, une femme dans la 8e décennie de sa vie, toujours élégante, toujours avec l'œil pour le style qu'elle avait toujours eu, mais vivant dans un espace qui se vidait graduellement autour d'elle. Cette image d'une femme entourée de preuves de ce qu'elle avait été, mais sans les ressources pour le maintenir, est peut-être l'image la plus honnête de ce que la vie de Lee Radziwiłł fut réellement. Elle n'était pas une princesse dans un château. Elle était une femme qui avait eu un accès temporaire à plusieurs châteaux, mais qui n'en avait jamais possédé aucun. Les secrets sombres de Lee Radziwiłł, ceux que les manchettes promettaient lorsqu'elle mourut, n'étaient pas en réalité des secrets au sens conventionnel. Il n'y avait pas de compte bancaire caché dans des paradis fiscaux. Il n'y avait pas de fortune dissimulée. Il n'y avait pas de révélations scandaleuses sur des crimes ou des trahisons. Les secrets étaient plus banals et, dans un certain sens, plus tristes. Le secret, c'est qu'elle était ruinée, ou proche de l'être,
pendant les dernières décennies de sa vie. Le secret, c'est qu'elle avait vendu presque tout ce qu'elle possédait de valeur, simplement pour maintenir l'apparence de la vie qu'elle avait menée. Le secret, c'est que l'appartement glamour de la 5e avenue était loué, et non possédé. Le secret, c'est qu'elle dépendait de la générosité occasionnelle d'amis riches, de travaux sporadiques de décoration, de la vente d'objets personnels pour couvrir des dépenses que ses revenus réguliers ne pouvaient pas gérer. Le secret, c'est que lorsqu'elle mourut, il n'y avait pas assez d'argent pour laisser à ses enfants et petits-enfants le type d'héritage que les personnes qui connaissaient son nom de famille auraient supposé exister. Et le secret le plus sombre de tous, celui dont on parle rarement ouvertement, mais qui imprègne chaque aspect de son histoire, c'est qu'elle savait tout cela. Elle savait qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Elle savait qu'elle épuisait des ressources qu'elle ne pouvait pas reconstituer. Elle savait qu'elle laissait ses enfants sans le filet de sécurité qu'elle avait elle-même désiré toute sa vie. Et elle ne put pas, ou ne voulut pas, changer le schéma. Car changer le schéma aurait signifié admettre publiquement qu'elle n'était pas celle que le monde pensait qu'elle était. Cela aurait signifié déménager dans un appartement plus petit, vivre de manière plus modeste, cesser d'assister à certains événements, cesser de s'habiller d'une certaine façon, cesser de maintenir l'image qui avait été son seul actif constant pendant des décennies. Et pour Lee, cette image était indissociable de son identité. Sans elle, qui était-elle? Sans le titre de princesse, sans les robes de créateur, sans l'appartement à la bonne adresse, sans les connexions sociales qui nécessitaient de maintenir un certain style de vie, qu'est-ce qui restait? Cette question la terrifiait trop pour qu'elle puisse y faire face directement. Alors elle continua, année après année, à maintenir la façade, même lorsque la structure derrière elle s'effondrait. Le destin de ses 2 enfants, la question que les manchettes posèrent à sa mort, est en grande partie déterminée. Anthony mourut en 1999. Son legs et le travail qu'il accomplit dans le journalisme, les prix qu'il remporta, les personnes qui l'aimèrent et le livre de mémoires que sa veuve écrivit sur lui. Il n'eut pas d'enfant, de sorte qu'il n'y a pas de descendant direct qui porte son nom. Tina, la fille survivante, est dans la 60aine, menant une vie délibérément moins publique que celle que sa mère mena. Elle a 3 filles, et son destin reste encore à écrire. Mais ce qui est déjà clair, c'est qu'elles n'hériteront pas d'une richesse significative de la lignée Radziwill. Elles hériteront d'un nom de famille, d'histoire, de photographie et de liens familiaux avec l'un des chapitres les plus photographiés de l'histoire américaine du XXe siècle. Mais elles n'hériteront pas d'argent. Et dans le système économique dans lequel nous vivons, où la richesse générationnelle est le mécanisme principal par lequel le privilège se transmet d'une génération à la suivante, cela compte énormément. Cela signifie qu'Anna, Eugenia et Tadzio, les petites filles de Lee Radziwill, se trouvent dans une position fondamentalement différente de celle de leurs cousines, au second degré, les petites filles de Jackie Kennedy. Les petites filles de Jackie, Rose, Tatiana et Jack Schlossberg, les enfants de Caroline Kennedy, grandirent avec une sécurité financière absolue. Elles fréquentèrent les meilleures écoles sans se soucier du coût. Elles choisirent des carrières basées sur l'intérêt personnel plutôt que sur la nécessité économique. Elles ont la liberté que l'argent achète, la liberté de commettre des erreurs, de prendre des risques, de passer des années à explorer avant de s'établir sur un chemin. Les petites filles de Lee n'ont pas ce même coussin. Elles devront travailler. Elles devront construire leur propre carrière, leurs propres revenus, leur propre sécurité. Le nom de famille peut ouvrir quelques portes, en particulier dans des domaines comme la mode, les médias ou le design, où les connexions sociales comptent, mais il ne peut pas payer les factures et ne peut pas fournir la sécurité à long terme que seul le capital réel peut procurer. Cette divergence entre les 2 branches de la famille, les descendantes de Jackie et les descendantes de Lee, est le résultat direct des décisions financières et matrimoniales que les 2 sœurs prirent des décennies auparavant. Jackie choisit la sécurité plutôt que la passion lorsqu'elle épousa Onassis. Elle négocia un accord prénuptial qui la protégea financièrement. Elle vécut modestement, relativement parlant, après sa mort, travaillant comme éditrice, investissant judicieusement, accumulant plutôt que dépensant. Et lorsqu'elle mourut, elle laissa ses enfants dans une position de sécurité permanente. Lee choisit la passion plutôt que la sécurité, à plusieurs reprises. Elle se maria par amour, ou pour un titre, ou pour la promesse d'une vie passionnante, mais pas pour de l'argent garanti à long terme. Elle dépensa généreusement, vécut magnifiquement, et n'accumula pas. Et lorsqu'elle mourut,
Elle laissa à ses enfants de beaux souvenirs, mais pas de ressources financières significatives. Aucun de ces deux choix n'est moralement supérieur à l'autre. Mais les conséquences sont radicalement différentes, et ces conséquences se développent maintenant dans la 3e et la 4e génération. Il y a une leçon plus large ici sur la façon dont la richesse fonctionne réellement dans les familles américaines d'élite. Une leçon que l'histoire de Lee Radziwiłł illustre avec une clarté douloureuse. La richesse visible, le type qui se montre dans les photographies de magazines, lors de fêtes glamoureuses, dans des vêtements coûteux et des voyages exotiques, n'est pas la même chose que la richesse réelle. La richesse réelle est ennuyeuse. Ce sont des fiducies établies par des avocats. Ce sont des investissements diversifiés gérés par des professionnels. Ce sont des propriétés qui s'apprécient en valeur au fil des décennies. Ce sont des accords prénuptiaux qui protègent les actifs. C'est une planification fiscale qui minimise l'érosion générationnelle. C'est la discipline dans les dépenses, même lorsque les revenus sont élevés. C'est la volonté de vivre en dessous de ses moyens pour s'assurer que ces moyens durent. Lee Radziwiłł avait une richesse visible pendant une grande partie de sa vie, mais elle n'eut jamais de richesse réelle, pas au sens d'actifs qui généraient des revenus passifs suffisants pour soutenir son style de vie indéfiniment. Et la différence entre ces deux choses est la différence entre laisser ses descendants en sécurité et ne leur laisser rien d'autre qu'un nom célèbre. La comparaison avec d'autres familles américaines éminentes est instructive. Les Rockefeller, par exemple, ont maintenu une richesse significative à travers 6 générations. Non pas parce que chaque génération a été brillante en affaires, mais parce que la première et la deuxième génération établirent des structures légales et financières, des fiducies, des fondations, des bureaux familiaux qui protégèrent le capital et le rendirent difficile à dépenser entièrement. Les Vanderbilt, en revanche, sont l'exemple classique d'une fortune massive qui s'évanouit en 3 générations parce qu'elle fut dépensée plus vite qu'elle ne fut reconstituée. Parce que chaque génération vécut de manière spectaculaire sans reconstruire le capital. Lee Radziwiłł était plus proche du modèle Vanderbilt que du modèle Rockefeller. Elle avait accès à de l'argent, mais pas aux structures qui le protégeaient. Et sans ces structures, l'argent disparut simplement. Les Bouvier n'avaient jamais été véritablement riches au sens générationnel. James T. Lee avait construit une fortune, mais l'avait dispersée entre de multiples héritiers. Les Auchincloss avaient de l'argent, mais c'était leur argent, pas celui de Janet et de ses filles. Les Radziwiłł avaient un titre, mais pas une fortune massive. Et les Kennedy, bien qu'extrêmement riches, protégèrent leur argent à travers des fiducies qui bénéficiaient aux descendants directs de Joe Kennedy et non aux parents par alliance. Lee était, en d'autres termes, toujours à la périphérie de la vraie richesse plutôt qu'en son centre. Et la périphérie est un endroit dangereux où se trouver, car elle vous donne suffisamment d'accès pour développer des goûts coûteux et des attentes élevées, mais pas suffisamment de contrôle pour assurer ses goûts et ses attentes sur le long terme. C'est la position parfaite pour une insécurité financière déguisée en privilège. Et c'est exactement la position dans laquelle Lee passa la majeure partie de sa vie adulte. Ses enfants héritèrent de cette position. Anthony tenta d'en sortir par le travail professionnel, et il y réussissait jusqu'à ce que la maladie l'arrête. Tina a navigué à travers des mariages, comme sa mère le fit, cherchant une stabilité qui s'est avérée insaisissable. Et ses petites filles commencent leur vie adulte dans cette même périphérie, avec un nom de famille qui sonne impressionnant, avec des connexions qui peuvent être utiles, mais sans le capital qui transforme ces avantages en sécurité durable. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Cela signifie que l'histoire de Lee Radziwiłł, qui de son vivant fut racontée principalement comme une histoire de glamour, de tragédie et de vie dans l'ombre d'une sœur plus célèbre, sera finalement racontée comme une histoire d'argent. Comment il se gagne, comment il se perd, comment il se transmet, et ce qui se passe lorsqu'il ne se transmet pas. Ce sera une histoire sur les différences invisibles entre paraître riche et être riche, entre l'accès temporaire et la propriété permanente, entre le capital social et le capital financier. Et ce sera un avertissement sur les coûts du maintien des apparences lorsque la substance derrière ces apparences s'est érodée. Car c'est ce que Lee fit pendant des décennies. Elle maintint les apparences. Elle maintint le bon appartement, les bons vêtements, les bonnes amitiés, la présence aux bons événements. Même lorsque cela nécessitait de vendre des actifs, d'emprunter, de dépendre de la générosité d'autrui. Et à la fin, les apparences furent tout ce qui resta. Lorsqu'elle mourut en février 2019,
les nécrologies parlèrent de son style, de son élégance, de sa vie fascinante. Elles montrèrent des photographies d'elle dans sa jeunesse, belle, impeccablement habillée, photographiée par les meilleurs photographes du monde. Elles citèrent des personnes qui l'avaient connue, disant qu'elle était charmante, intelligente, drôle, chaleureuse. Tout cela était vrai. Mais ce que les nécrologies ne dirent pas, ce qui n'émergea que dans les mois suivants, lorsque les détails de son patrimoine devinrent publics, c'est qu'elle était morte avec très peu, que l'appartement glamour était loué, que les possessions précieuses avaient été vendues depuis des années, que ce qui resta pour ses héritiers était une fraction de ce que quiconque aurait attendu, et que ses deux enfants, l'un mort, l'autre luttant avec ses propres défis, n'auraient pas la sécurité financière qu'elle avait passé toute sa vie à poursuivre sans jamais l'atteindre. C'est là la vérité sombre au cœur de l'histoire de Lee Radziwiłł. Ce n'est pas une vérité sur le scandale sexuel, le crime ou la trahison dramatique. C'est une vérité beaucoup plus ordinaire et beaucoup plus triste. Que l'on peut vivre une vie extraordinaire, connaître des personnes extraordinaires, être photographié dans des endroits extraordinaires et finir quand même sans rien à laisser derrière soi, excepté des photographies. Que le privilège visible n'est pas la même chose que la sécurité réelle. Que les comparaisons avec des frères et sœurs, en particulier lorsque ces frères et sœurs ont plus de succès, peuvent empoisonner une vie entière. Et que les décisions financières, les décisions sur qui épouser, comment dépenser, quoi protéger, quoi risquer, ont des conséquences qui s'étendent à travers des générations, bien après que l'on soit mort. Lee Radziwiłł vécut magnifiquement, mais ne vécut pas sagement, du moins pas dans les termes que l'argent exige. Et la différence entre ces deux choses est la différence entre une fortune qui dure et une fortune qui disparaît, entre des enfants qui héritent de la sécurité et des enfants qui n'héritent que d'histoire, entre un legs qui protège et un legs qui se contente de se souvenir. Elle choisit la beauté plutôt que la sécurité, la passion plutôt que la stratégie, l'apparence plutôt que l'accumulation. Et au bout du compte, ses choix déterminèrent non seulement son destin, mais le destin de tous ceux qui vinrent après elle. L'appartement de la 5e avenue, où Lee Radziwiłł passa ses dernières années, était situé au numéro 950, un immeuble construit en 1947 qui, pendant des décennies, abrita certaines des figures les plus éminentes de la société new-yorkaise. Le loyer mensuel, selon les estimations de personnes familières avec le marché immobilier de cette zone à cette époque, dépassait probablement $10 000 par mois, voire davantage, selon la taille exacte de l'appartement et les rénovations qui y avaient été effectuées. Pour mettre cela en perspective, $120 000 par an rien qu'en loyer, sans compter l'entretien, les charges ou toute autre dépense de vie. Pour quelqu'un avec un patrimoine de 4 millions de dollars au moment de sa mort, ce niveau de dépenses en logement était insoutenable sans des revenus significatifs et continus. Et Lee, dans ces dernières années, n'avait pas de revenus significatifs et continus. Elle avait cessé de travailler activement comme décoratrice d'intérieur. Elle n'avait pas d'investissement générant des rendements substantiels. Elle n'avait pas de retraite. Elle n'avait pas d'héritage entrant. Ce qu'elle avait, c'était un style de vie qui nécessitait plus d'argent qu'il n'en rentrait. Et la seule façon de combler cet écart était de vendre des actifs. Les ventes aux enchères chez Sotheby's, lors desquelles des possessions de Lee furent vendues, ne furent pas des événements uniques. Il y eut de multiples ventes tout au long des années 1990 et 2000. En 1996, des meubles et des objets décoratifs furent mis aux enchères. En 2016, 3 ans avant sa mort, il y eut une autre vente significative qui comprit davantage de meubles, d'œuvres d'art et d'objets personnels. Les catalogues de ces ventes aux enchères, qui sont encore disponibles dans des archives, montrent le type d'objets que Lee avait accumulés pendant des décennies. Des tables françaises du XVIIe siècle, des chaises anglaises anciennes, des lampes vénitiennes, des peintures d'artistes mineurs, mais respectables, des objets en argent, de la porcelaine, des textiles. C'étaient de belles choses, des choses qui reflétaient un œil éduqué et un goût raffiné. Mais c'étaient aussi des choses qui, lorsqu'elles étaient vendues, n'atteignaient pas les prix que des objets similaires provenant de collections plus célèbres auraient pu atteindre. Car sur le marché de l'art et des antiquités, la provenance compte. Un meuble qui appartint à Jackie Kennedy Onassis se vend à des multiples de ce qu'un meuble identique ayant appartenu à Lee Radziwiłł se vendrait. C'est la différence entre être le personnage principal et être le personnage secondaire, traduite directement en valeur monétaire. La vente de 2016 fut particulièrement révélatrice,
car elle eut lieu alors que Lee était encore en vie, ce qui signifiait que ce n'était pas une vente de succession après la mort, mais une liquidation délibérée d'actifs de son vivant. Les médias couvrirent la vente avec le type d'attention que Lee avait passé des décennies à tenter d'éviter. Les articles spéculaient ouvertement sur des difficultés financières, sur la nécessité de générer des liquidités, sur le contraste entre l'image publique de privilèges et la réalité privée de ressources déclinantes. Lee ne donna pas d'interview sur la vente, n'émit pas de déclaration expliquant pourquoi elle vendait. Elle permit simplement que cela se produise, puis continua à vivre dans l'appartement de plus en plus vide, entourée de moins en moins des choses qu'elle avait passé une vie à collectionner. Les personnes qui lui rendirent visite pendant cette période décrivirent une femme qui s'habillait encore impeccablement, qui maintenait encore sa posture, sa voix douce, ses manières parfaites, mais qui semblait aussi fatiguée, de manière qui allait au-delà de la fatigue physique de l'âge. C'était la fatigue d'avoir maintenu une performance pendant trop longtemps, d'avoir prétendu pendant trop de décennies que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. La relation entre Lee et ses petites filles, durant ces dernières années, est difficile à évaluer de l'extérieur, car elle fut délibérément privée. Tina protégea ses filles du type de regard public qu'elle avait elle-même connu en grandissant, et Lee respecta cela. Mais les personnes proches de la famille ont suggéré que Lee était profondément consciente de ne pas pouvoir leur laisser quoi que ce soit de substantiel, et que cette conscience lui causait une véritable honte. Elle avait grandi dans un monde où les grands-mères laissaient des fiducies, où la richesse coulait vers le bas à travers les générations, où une partie de votre rôle en tant que matriarche était d'assurer la prochaine génération. Et elle ne pouvait pas faire cela, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Cette impuissance, cette incapacité à remplir ce qu'elle percevait comme une obligation familiale fondamentale, fut l'une des tristesses privées de ces dernières années. Et il n'y avait rien qu'elle pût faire à ce sujet, sinon continuer à vendre le peu qui restait et espérer que cela serait suffisant d'une manière ou d'une autre. Ce ne fut pas suffisant. Lorsqu'elle mourut et que le patrimoine fut évalué, il devint clair qu'après le paiement des droits de succession, des frais juridiques, des dettes en cours et des autres dépenses finales, ce qui resta à diviser entre ses héritiers était considérablement moins que les 4 millions de dollars initialement rapportés. Les estimations exactes varient, car les détails du règlement de la succession ne sont pas entièrement publics. Mais les personnes familières avec le processus ont suggéré que Tina et les héritiers d'Anthony, par l'intermédiaire de Carol, reçurent probablement chacun quelque chose dans la fourchette d'1 à 2 millions de dollars, une fois tout réglé. Ce n'est pas une somme négligeable pour la plupart des gens, mais divisée entre plusieurs héritiers et compte tenu du coût de la vie dans des endroits comme New York ou les Hamptons, où ses descendants vivent, ce n'est pas une somme qui change fondamentalement les circonstances de vie de quiconque. Ce n'est pas de l'argent du type « vous n'aurez plus jamais à travailler », c'est de l'argent du type « cela aidera à payer les études universitaires de vos enfants » ou « cela vous donnera un coussin pour les urgences ». C'est utile, mais pas transformateur. Et pour une famille portant le nom Radziwiłł, avec les connexions Kennedy, avec l'histoire qu'elles portent, l'écart entre ce que le monde suppose qu'elles ont et ce qu'elles ont réellement est énorme. Cet écart crée son propre ensemble de pressions. Car lorsque vous portez un nom célèbre, lorsque les gens supposent que vous êtes riche, il y a des attentes sur la façon dont vous devez vivre, où vous devez vivre, comment vous devez vous habiller, à quels événements vous devez assister. Répondre à ces attentes coûte de l'argent. Si vous ne pouvez pas y répondre, si vous vivez d'une manière qui rend évident que vous n'avez pas les ressources que les gens supposent que vous avez, vous risquez l'humiliation sociale du type que Lee connut lorsqu'elle dut mettre ses possessions aux enchères. Mais si vous essayez d'y répondre sans les ressources pour le faire de manière viable, vous finissez dans le même piège financier dans lequel Lee fut prise, dépensant plus que vous ne gagnez, épuisant des actifs, vivant année après année dans l'espoir que les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre. C'est une position impossible, et c'est la position dans laquelle les descendants de Lee se trouvent maintenant. Ils peuvent choisir de maintenir les apparences et risquer la ruine financière, ou ils peuvent choisir de vivre dans leurs moyens réels et risquer le jugement social. Il n'y a pas de bonne option. L'histoire de Lee Radziwiłł est, en fin de compte, une histoire sur les limites du capital social en l'absence de capital financier. Elle avait du capital social en abondance. Elle connaissait les bonnes personnes. Elle avait été aux bons endroits. Elle avait le bon nom de famille. Elle comprenait les codes de comportement de l'élite internationale. Mais le capital social seul
ne paie pas les factures. Il ne peut pas être déposé dans une banque. Il ne génère pas d'intérêt. Il ne peut pas être hérité d'une manière qui protège les générations futures. Seul le capital financier réel peut faire ces choses. Et Lee n'eut jamais suffisamment de capital financier pour transformer son capital social en sécurité durable. Elle essaya. Elle épousa des hommes riches, cultiva des amitiés avec des personnes riches, se positionna dans des environnements où la richesse circulait. Mais le mariage sans un accord financier solide est un pari. Et elle perdit ce pari 2 fois. Les amitiés avec des personnes riches ne vous rendent pas riche, à moins que ces personnes ne choisissent de vous donner de l'argent, et la plupart ne le font pas. Et se trouver dans des environnements où la richesse circule ne signifie pas qu'elle circule vers vous, à moins que vous n'ayez quelque chose à offrir en échange que les personnes fortunées valorisent suffisamment pour payer. Lee offrit du style, du charme, des connexions, le cachet de son nom de famille. Et cela fut suffisant pour la maintenir dans ses cercles, pour la maintenir invitée aux fêtes, pour la maintenir visible. Mais ce ne fut pas suffisant pour la rendre riche. Le seul chemin qu'elle avait vers la vraie richesse était à travers le mariage. Et ce chemin se ferma lorsqu'Aristote Onassis choisit Jackie à sa place. Après cela, Lee jouait essentiellement un jeu qu'elle avait déjà perdu, mais elle continua à jouer parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle n'avait pas de compétences professionnelles capables de générer des revenus significatifs. Elle n'avait pas de formation formelle en affaires ou en finance. Elle n'avait pas la discipline ou l'intérêt pour construire une carrière depuis zéro dans un domaine compétitif. Ce qu'elle avait, c'était un style de vie à maintenir et une image à protéger. Et elle consacra les ressources qu'elle avait à ces 2 objectifs plutôt qu'à construire une sécurité à long terme. C'était un choix compréhensible, compte tenu des pressions sous lesquelles elle vivait et des valeurs du monde dans lequel elle avait été élevée. Mais c'était un choix avec des conséquences, et ces conséquences sont maintenant vécues par ses descendants. Tina Radziwill, désormais la matriarche survivante de cette branche de la famille, fait face à des décisions que sa mère affronta, mais dans un contexte différent. Le monde a changé. Les femmes ont plus d'options professionnelles. Le divorce ne porte plus la stigmatisation sociale qu'il portait dans la génération de Lee. La richesse visible sur les réseaux sociaux a créé de nouvelles façons de monétiser la célébrité et les connexions. Mais les fondamentaux économiques n'ont pas changé. Vous avez toujours besoin de revenus qui dépassent les dépenses. Vous avez toujours besoin d'accumuler des actifs qui génèrent des rendements. Vous avez toujours besoin de planifier à long terme plutôt que de vivre uniquement dans le présent. Et si vous ne faites pas ces choses, vous finissez au même endroit où Lee finit, sans rien à laisser à la prochaine génération, excepté des histoires et des photographies. Tina a été plus discrète que sa mère, ce qui suggère qu'elle a appris quelque chose des erreurs de Lee. Mais elle a aussi eu 3 mariages qui se sont terminés par un divorce, ce qui suggère que certains schémas sont difficiles à briser. Ses filles, Anna, Eugenia et Tadzio, sont maintenant dans la vingtaine et la trentaine, l'âge auquel les décisions concernant l'éducation, la carrière et le mariage commencent à avoir des conséquences à long terme. Si elles choisissent des carrières dans des domaines bien rémunérés, si elles épousent des partenaires financièrement stables, si elles vivent en dessous de leurs moyens et accumulent des actifs, elles peuvent briser le schéma qui a défini cette famille pendant 3 générations. Elles peuvent être les premières à transformer le nom Radziwill en sécurité financière réelle plutôt qu'en simple reconnaissance sociale. Mais si elles suivent les schémas de leurs ancêtres, si elles privilégient le style de vie sur l'accumulation, si elles se marient par amour, par titre ou par émotion plutôt que par sécurité, si elles dépensent plus vite qu'elles ne gagnent, elles finiront au même endroit. Et le cycle continuera à la 5e génération, puis à la 6e, jusqu'à ce que finalement, le nom lui-même cesse de signifier quelque chose, parce qu'il se sera écoulé trop de temps depuis que quelqu'un portant ce nom aura accompli quelque chose de notable. C'est le destin qui attend les familles, qui perdent leur richesse, mais conservent leur nom. L'irrélevance progressive, suivie de l'oubli. Les Radziwill n'en sont pas encore là, mais ils sont sur ce chemin. La comparaison avec d'autres branches de famille liées au Kennedy est instructive. Les Shriver, descendants d'Eunice Kennedy et de Sargent Shriver, ont maintenu leur prominence grâce à une combinaison de services publics, de travail dans les médias et de mariages stratégiques. Maria Shriver épousa Arnold Schwarzenegger, ce qui apporta une richesse massive issue de sa carrière au cinéma et dans les affaires avant qu'ils ne divorcent. Leurs enfants bénéficient d'une sécurité financière provenant de sources multiples. Les Lawford,
descendants de Patricia Kennedy et de Peter Lawford, eurent plus de difficultés. Certains membres de cette famille luttant contre l'addiction et des problèmes financiers, tandis que d'autres trouvèrent la stabilité. Les Smith, descendants de Jean Kennedy et de Stephen Smith, ont été plus discrets, mais financièrement sécurisés grâce à une gestion prudente des actifs Kennedy. Les Radziwill, liés aux Kennedy uniquement par le mariage de Jackie, et donc sans accès direct aux fiducies Kennedy, sont dans la position la plus précaire de toutes ces branches. Ils n'ont pas le filet de sécurité Kennedy, ils n'ont pas le filet de sécurité Bouvier, car il n'y eut jamais de fortune Bouvier substantielle. Ils n'ont pas le filet de sécurité Radziwill, car le titre ne s'accompagna jamais d'une richesse significative. Ils sont, en d'autres termes, seuls d'une manière que les autres branches de la famille élargie ne le sont pas. Et cela rend leur choix dans les prochaines décennies critiques, car c'est probablement la dernière génération pour laquelle le nom Radziwill et la connexion Kennedy signifieront suffisamment pour ouvrir des portes. Dans 20 ou 30 ans, lorsque Anna, Eugenia et Tadzio seront dans la quarantaine et la cinquantaine, l'ère Kennedy se sera suffisamment éloignée dans l'histoire pour que les personnes plus jeunes n'en aient plus de mémoire émotionnelle. Jackie Kennedy sera une figure historique, et non un souvenir vivant. Lee Radziwill sera, dans le meilleur des cas, une note de bas de page, et le nom cessera d'avoir le pouvoir qu'il a encore aujourd'hui. Ces femmes devront alors se tenir sur leurs propres accomplissements, leur propre carrière, leurs propres identités. Et si elles n'ont pas construit ces choses, si elles ont dépendu du nom de famille pour ouvrir des portes que leurs compétences et leurs accomplissements ne peuvent pas ouvrir par eux-mêmes, elles se retrouveront dans une position très difficile. C'est la leçon finale de la vie de Lee Radziwill. Que le capital social est périssable d'une manière que le capital financier ne l'est pas. L'argent, s'il est géré de manière adéquate, peut durer des générations. Les noms de famille célèbres, sans argent pour les soutenir, durent 1 ou 2 générations au maximum avant de s'estomper dans l'irrélevance. Il y a un détail spécifique sur les derniers mois de la vie de Lee qui mérite d'être examiné, car il capture quelque chose d'essentiel sur la façon dont tout se termina. À l'automne 2018, environ 4 mois avant sa mort, Lee cessa presque entièrement d'assister à des événements sociaux. Les personnes qui avaient l'habitude de la voir lors de certains galas de bienfaisance, de certains dîners privés, de certains événements culturels, remarquèrent son absence. Il y eut des spéculations à l'époque sur le fait qu'elle était malade, que sa santé déclinait plus rapidement que ce qui avait été rendu public. Mais les personnes les plus proches d'elle suggérèrent quelque chose de différent, qu'elle était simplement fatiguée. Fatiguée de maintenir la performance, fatiguée de s'habiller et d'apparaître et de sourire et de faire la conversation avec des personnes qu'elle connaissait depuis des décennies, mais avec lesquelles elle n'avait jamais eu de connexion genuinement profonde. Fatiguée d'être Lee Radziwill, la personnalité publique, alors que tout ce qui restait de cette personnalité était l'enveloppe extérieure. Ces derniers mois furent passés principalement dans l'appartement, avec des visites occasionnelles de Tina, de quelques amis proches, de personnel médical, lorsque cela fut nécessaire. Il n'y a aucune preuve qu'elle souffrait de douleurs significatives ou d'une maladie terminale spécifique. Sa mort fut décrite comme paisible dans son sommeil, le type de fin que beaucoup de personnes espèrent, mais que peu atteignent. Mais la paix de sa mort physique contraste fortement avec le manque de paix qui caractérisa une grande partie de sa vie, car Lee Radziwill ne trouva jamais ce qu'elle cherchait. Elle chercha une identité indépendante et fut définie par sa relation avec sa sœur jusqu'au jour de sa mort. Elle chercha la sécurité financière et finit par vendre ses possessions pour payer le loyer. Elle chercha un amour séparé des considérations d'argent ou de statut, et se maria 3 fois, chaque fois avec un homme dont la position financière ou sociale faisait partie de l'attrait. Elle chercha la reconnaissance pour ses propres talents et fut rappelée principalement pour son style et ses connexions. Rien de ce qu'elle construisit ne dura de la manière dont elle voulait que cela dure. Et c'est peut-être là la vérité la plus profonde de toute cette histoire. Non pas que Lee Radziwill fût une victime, non pas qu'elle fût une héroïne tragique, mais qu'elle fût une femme ordinaire dans des circonstances extraordinaires, qui fit des choix humains et compréhensibles, et qui en paya le prix d'une manière qui se répercuta bien au-delà de sa propre vie. Voilà l'histoire que les manchettes ne racontèrent pas. Voilà l'héritage que les nécrologies ne mentionnèrent pas. Et voilà pourquoi, des décennies après sa mort, l'histoire de Lee Radziwill mérite encore d'être racontée, non pas pour le glamour, mais pour la vérité qu'elle contient sur l'argent, l'identité
et le prix de vivre toute une vie dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. La semaine prochaine, nous plongeons dans l'histoire d'une autre famille dont la fortune colossale s'évanouit en quelques générations, laissant derrière elle des héritiers sans héritage et des secrets que personne n'osait nommer. Une histoire que vous ne voudrez pas manquer.